On va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, de retour parmi nous. Nous sommes ravis de vous retrouver, Niagale, président de l'African Security Sector Network. Ravi. Et Bruno Darou, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, le flou qui règne sur le trafic par le détroit d'Ormuz au soir de l'opération militaire américaine qui vise à escorter les navires non iraniens. Washington et Téhéran avancent des informations contradictoires alors qu'un bateau nord-coréen est en feu et qu'Abu Dhabi dénonce des attaques iraniennes contre ses installations pétrolières. Emmanuel Macron lui salue le choix de l'Arménie de se tourner selon lui vers l'Europe alors qu'Erevan accueille une réunion de la communauté politique européenne en présence des dirigeants de l'UE mais aussi du Canada pour marquer leur méfiance vis-à-vis de la Russie mais aussi une prise de distance envers les États-Unis. C'est tout de suite, on va plus loin. Pas tout de suite quand même. Un navire sud-coréen en feu, les Émirats arabes unis de leur côté font état d'attaques de drones contre un de leurs pétroliers, ainsi que des missiles tirés sur des installations pétrolières. Pas sûr que les événements du jour convainquent grand monde de tenter le passage du détroit d'Ormuz, même sous escorte de la marine américaine, d'autant que Washington et Téhéran se livrent à une nouvelle guerre de communication, enchaînant accusations et démenti, alors qu'il est, près de 900 navires sont toujours bloqués dans le golfe Persique. Les États-Unis, pourtant, auraient fait pénétrer 2 de leurs navires marchands par le détroit d'Ormuz. Ils démentent avoir été frappés par l'Iran. Bruno Darou, c'est bel et bien une guerre d'intox, sans la possibilité de vérifier en vérité. Oui, en fait, c'est une guerre d'intox, mais c'est peut-être aussi le début d'une forme de bataille navale dans le détroit d'Ormuz auquel on assiste. En fait, bon, tout ça est dû à des intérêts économiques quand même, puisque en fait, ce que veut faire la marine américaine, c'est permettre aux navires qui partent des ports des monarchies du Golfe ou qui vont de pouvoir y accéder escortés par des navires américains, tout en continuant à appliquer le blocus contre les navires iraniens, tout en continuant donc à asphyxier l'économie iranienne. Donc l'Iran a réagi en disant puisque vous faites ça, nous on s'en prend aux intérêts occidentaux, y compris aux intérêts des pays du Golfe, avec notamment le port de Fujairah qui a été visé. Ouais. Donc ça quand même avec des drones, mais aussi des missiles de croisière. Donc, sachant qu'il y a un terminal pétrolier, un oléoduc, enfin il y a voilà. C'est une installation absolument essentielle. Et donc ce soir, il y a quand même une montée en tension, et on ne sait pas trop où ça va aller, d'autant plus que certains de nos confrères américains, CNN, annoncent que par ailleurs, dans les 24 heures à venir, Trump va recommencer à frapper massivement l'Iran, le territoire iranien, cette fois-ci. Bref, le statu quo un peu crispé auquel on a assisté, avec peut-être des négociations, de nouvelles propositions iraniennes, etc. Visiblement, Trump trouve que tout cela ne va pas dans le bon sens. Après, toujours pareil, il est pris par le temps, il faut qu'il se débarrasse assez vite de ce dossier, il faut qu'il fasse quelque chose, surtout d'ailleurs vis-à-vis de son opinion publique intérieure, d'où sans doute le fait que les frappes vont aussi, très certainement, si on en croit nos confrères de CNN, reprendre dans les 24 heures sur le territoire iranien. Oui, et alors on le disait, effectivement, du côté américain, on l'assure, l'opération vise à débloquer le détroit d'Ormuz par la force. D'après vous, Niagale Bagayoko, est-ce une bonne intuition? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté peut-être de provoquer une réaction iranienne au moment même où les Iraniens viennent de soumettre un nouveau plan en vue de la résolution du conflit, du moins l'espère-t-on, au Pakistan? Oui, on a quand même le sentiment qu'il y a une façon de court-circuiter un processus diplomatique qui est toujours en cours, qui implique, rappelons-le, le Pakistan, avec l'espoir que l'Iran soit poussé à la faute. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les alliances en jeu en réalité. Parce que, notamment parmi les pays du Golfe, il n'y a pas les mêmes positions. Les États ne sont pas alignés les uns sur les autres. Il y a d'un côté l'Arabie saoudite, le Qatar et Oman qui cherchent à trouver un compromis avec l'Iran,
Et de l'autre, il y a les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui, ne l'oublions pas, sont aussi les États qui ont signé les accords d'Abraham. Donc, on se retrouve dans une situation qui fait que les Européens, si ces frappes se confirment, les frappes iraniennes encore contre le port des Émirats arabes unis, pourra forcer les alliés, y compris la France, à intervenir. Israël également. C'est les accords de défense, hein. Au nom des accords de défense qui nous lient aux Émirats. Donc, en effet, on peut s'acheminer vers une confrontation relativement intense. Alors cette opération américaine qu'il vise, rappelons-le, à restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, est-elle bien calibrée, bien pensée? En tout cas pour Emmanuel Macron, l'explosion des prix du brut incombe d'abord à l'Iran et aux États-Unis. Seul un accord entre les deux pays peut permettre de garantir cette sécurité de navigation et à terme la baisse des prix du pétrole. Écoutez-le. Assurer que quand les prix montent, ils sont répercutés le plus tard possible. Et que quand les prix baissent, ils sont répercutés le plus vite possible. Pour pas que ce soit nos consommateurs qui, en quelque sorte, soient les principales victimes. C'est là où il faut faire le suivi des marges. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des producteurs ou que ce soit qui sont en train de faire beaucoup d'argent et qui font monter le prix à dessein. Il y a surtout un contexte géopolitique par ce blocus. Et donc la priorité, c'est la réouverture pacifique et concertée d'Ormuz et le suivi, la transparence. S'il y a des profits excessifs ou des comportements si je puis dire, un peu prédateurs ou spéculateurs, en effet, les différents pays, les Européens, devront y répondre. C'est depuis le début, il faut bien le dire, le 28 février, la réponse de la France et des autres puissances européennes. Le problème, Bruno Darroux, c'est que bien sûr, sans sécurité, pas de liberté de navigation, mais c'est précisément parce que la sécurité n'est pas garantie aujourd'hui que ces navires ont besoin d'escorte. Oui, et que les Européens n'y vont pas, puisqu'ils attendent. Après. Voilà, ils attendent que le cessez-le-feu, enfin un vrai cessez-le-feu, soit mis en œuvre pour sécuriser dans une période qui forcément sera une période de transition. Donc ça, c'est pas absurde, cette idée que les marines françaises et britanniques pourraient ensuite permettre cette transition en sécurisant les bateaux, parce que même psychologiquement, hein, vous avez parlé de 900 tankers qui poireautent, si vous me passez l'expression, dans le golfe d'Oman. Après, quand ils retourneront dans le détroit d'Ormuz, au début, ce sera quand même pas évident. Donc ça, c'est pas complètement absurde, mais oui, là, tout le problème, c'est un peu le serpent qui se mord la queue sur la liberté de navigation et la sécurité de part et d'autre. Et encore une fois, on a donc ces deux blocus qui se font face. Et là, effectivement, ce qu'ont fait les Américains, ils essayent de coincer les Iraniens en permettant aux pays du Golfe de respirer un peu, et à l'économie mondiale aussi par la même occasion. Évidemment, les Iraniens, qui ont oublié d'être idiots, réagissent très vite. Parce que, voilà, ils disent, vous essayez d'asphyxier notre économie, nous, on vise, notamment, alors le port d'Al-Fougera, on n'a pas de carte là, mais ça fait partie des ports qui permettent de contourner la difficulté du détroit d'Ormuz. Et les Iraniens le savent très bien, et donc c'est pour ça qu'ils frappent là. Mais ce faisant, les Américains poussent intentionnellement les Iraniens à la faute pour les disqualifier, pour disqualifier leur initiative de résolution? Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, même si... Alors, les Iraniens, très habilement, encore une fois, ont fait de nouvelles propositions. Quand on lit le détail, on voit que les 2/3, facilement, de ces propositions ne sont pas acceptables pour les États-Unis. Mais quand même, en gros, ils disent il faut d'abord arrêter les hostilités, que les forces américaines se retirent. Et ensuite, dans un second temps, on pourra éventuellement parler du dossier nucléaire. Donc bon, les Américains en face ne sont pas idiots non plus et disent non, vous voulez éviter la discussion sur ce programme nucléaire, c'est pas possible. Donc oui, Trump sent que ça bloque, que ce sont de vraies fausses négociations et que ça n'avance pas. En fait, et que les Iraniens ont l'intention de rien lâcher, ni sur le nucléaire, ni sur les missiles balistiques. Et donc, lui, toujours pareil, il pense à son opinion publique, il pense au marché, il pense aux élections de midterms, et donc il se dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse bouger le jeu de quilles, là, parce que sinon, ça peut durer comme ça, sans qu'il se passe grand-chose.
Et il sait très bien que, à la différence de lui-même et de son administration, les Iraniens, a priori, ils ont plus le temps. Et deux, ce régime, de toute façon, est prêt à tout, puisqu'il joue sa survie. Voilà, les gardiens de la Révolution, ils savent très bien que si leur régime est trop fragilisé, et s'il tombe, ils seront lynchés par la foule, deux, ils vont perdre tous les intérêts économiques monumentaux qu'ils ont, puisque selon certaines estimations, ils tiendraient entre 50 et 60% du PIB iranien, donc ils n'ont rien à perdre. Et en face, Donald Trump, lui, il a quand même des contingences d'un État démocratique. Donald Trump, Niagale Bagayoko, a tenté les bombardements aériens, ça n'a pas fait céder le pouvoir iranien. Il a tenté ensuite le blocus des ports iraniens sans beaucoup plus de succès à l'heure qu'il est. Sa troisième tentative, qui est donc de faire circuler par la force les navires amis par le détroit d'Ormuz, est-elle mieux inspirée? Va-t-elle permettre effectivement de débloquer le jeu? Ça semble difficile, parce que on est face à la stratégie du fort au faible, avec une guerre qui est asymétrique, bien que des moyens conventionnels soient utilisés. On voit très bien que les Iraniens sont en mesure de déployer des tactiques qui surprennent en réalité leurs ennemis, en ne frappant pas directement les objectifs attendus, mais en empruntant une stratégie relativement habile. Et c'est ça qui a surpris d'ailleurs justement les responsables américains. Il y a une quatrième option qui serait terrible pour Trump si cette stratégie d'accompagnement, qui est d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, pas véritablement une stratégie d'accompagnement, c'est une stratégie de guidage des bateaux qui sont guidés à distance par les bâtiments américains. Donc c'est pas exactement la même chose qu'une escorte. Une escorte par les destroyers. Et donc la quatrième option, ce serait le déploiement de troupes au sol. Et ça serait à mon avis absolument catastrophique pour les Américains qui n'ont jamais réussi à se sortir d'un bourbier au Moyen-Orient ou en Afghanistan, quel qu'il soit. En parlant de bourbier, la France a raison, comme l'a dit Emmanuel Macron, de vouloir attendre un accord entre États-Unis et Iran avant de s'aventurer dans le détroit d'Ormuz? Oui, je pense qu'elle a raison. Le problème est de savoir si un tel accord arrivera avant qu'une guerre assez importante n'éclate dans la région. On voit déjà ce qui se passe au Liban. Ça peut être vraiment une déflagration au niveau régional dont il est effectivement, à mon avis, prudent que les Européens se tiennent à distance raisonnable pour le moment. Oui, même si les Européens sont évidemment très montrés du doigt par Donald Trump, qui leur dit écoutez les gars, vous n'avez pas été là quand on a eu besoin de vous. Alors les Européens disent oui, mais vous avez agi sans nous prévenir. Enfin voilà, et il y a quand même beaucoup de signaux ces derniers jours de Donald Trump vis-à-vis des pays européens. Le dernier étant l'annonce du retrait des 5000 soldats américains d'Allemagne et l'annonce, l'éternelle arme de Donald Trump, de surtaxe douanière, en particulier sur les véhicules. D'ailleurs, les Allemands semblent particulièrement visés par cette colère de Donald Trump. Mais c'est vrai que la position de la France, par exemple, est assez rationnelle, mais pour le moment, la France, parce qu'elle ne le veut pas, mais n'est pas du tout acteur de l'accord. Donc en fait, ils sont forcément en deuxième rideau, alors par choix ou par nécessité, et Donald Trump aimerait bien les entraîner, et eux ne veulent pas aller dans cette guerre qu'ils ne trouvent pas légitime et qu'ils trouvent mal pensée et mal menée. Alors justement, oui. Non, juste pour compléter, l'Allemagne est particulièrement visée parce que le chancelier Merz a osé parler d'humiliation des États-Unis face à l'Iran. Et d'une guerre menée sans objectif. Et sans objectif clair. Et c'est ça qui a déclenché l'ire du président américain. D'ailleurs, il s'en est pris beaucoup à Pedro Sanchez, un peu Giorgia Meloni. Bon, il épargne un peu Emmanuel Macron ces derniers temps. Mais... Alors, Donald
Trump qui s'est exprimé sur sa messagerie, Truth Social, pour dire que, alors pour une fois, il a voulu montrer un côté positif. Des pays du monde entier ont sollicité l'aide des États-Unis afin de libérer leurs navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. Ce conflit ne les concerne en rien. Dans l'intérêt de l'Iran, du Moyen-Orient et des États-Unis, nous avons assuré à ces pays que nous guiderons leurs navires hors de ces voies navigables restreintes afin qu'ils puissent reprendre leurs activités en toute sécurité. On est presque surpris d'un tel élan de générosité de la part de Donald Trump. On a du mal à imaginer que cela soit sans contrepartie. Quelles vont être justement demain les éventuelles contreparties demandées à ceux qui ont bénéficié de son aide et ceux qui n'y ont pas participé? Surtout, vous évoquiez le retrait notamment des soldats américains d'Allemagne, beaucoup plus que 5 000 souhaite Donald Trump. Oui, il y a 36 000 soldats américains basés en Allemagne. Et puis je pense qu'il a son état-major quand même qui lui dit qu'au-delà des effectifs humains, il y a toutes les bases, notamment en Allemagne, la base de Ramstein qui est absolument essentielle pour la stratégie américaine, notamment au Moyen-Orient. Donc on verra bien. Donc effectivement, il y a les pays qui l'énervent, les alliés qui font pas absolument ce qu'ils veulent et qui ne sont pas simplement des vassaux. Donc ça va pas du tout. Un problème de lumière, manifestement. Là, on a l'impression d'être en boîte de nuit. Mais c'est plus violent qu'en boîte de nuit encore. Alors on va vous laisser reprendre vos esprits, Bruno. Je vais poser la question à Ania Gallet. Non, mais juste pour terminer quand même, ça ne m'empêche pas de réfléchir, mais et il y a effectivement les pays qui vont bénéficier de cette aide, américaine. Oui, il y aura peut-être une contrepartie. Après, encore une fois, ce message-là qu'on a découvert là sur Truth Social, il faut toujours avoir ça en tête. Donald Trump, il parle soit à son électorat, soit au marché. Là, c'est un message sans doute pour essayer de calmer les marchés en disant, voyez, on va escorter les navires, tout ça. Bref, du pétrole va sortir malgré tout du détroit d'Ormuz. Oui, c'est pour cela qu'il agit. Désolé Bruno, c'est inédit. Ce qui nous c'est arrive là, c'est inédit. Ce qui est en train de se passer, Ania Gallet Bagayoko, c'est la volonté de Donald Trump de rassurer les marchés. C'est cela qui provoque ce que l'on ne peut... Parce qu'il avait dit, le détroit d'Ormuz, ce n'est pas le problème des Américains, débrouillez-vous. Il fait l'exact opposé aujourd'hui. Exactement. C'est de rassurer les marchés, mais c'est aussi de rassurer son électorat qui est fortement surpris, voire très agacé, voire extrêmement déçu du fait que America Great Again est mené à l'extérieur, et c'est quelque chose qui se fait contre l'America First. Et le monde MAGA, c'est ça qu'il attend en réalité. C'est notamment l'amélioration de sa condition économique. Parce que même quand Trump parle au marché, il parle aussi au marché parce que sa grande promesse, celle sur laquelle il a été élu, est celle d'améliorer le pouvoir d'achat de l'Américain moyen. Et il sent très bien que la crise d'Ormuz, même si les États-Unis sont désormais le premier producteur de pétrole au monde, menace les prix à la pompe et donc augmente l'insatisfaction au sein même de sa base. Merci beaucoup, Ania Gallet Bagayoko. Alors, je vais être totalement transparent. Ce qui arrive là est totalement indépendant de notre volonté. C'est tout simplement une lumière du plateau qui clignote depuis maintenant quelques minutes, ce qui aveugle... qui clignote sévèrement. Ce qui aveugle Bruno Darroux et nous empêche évidemment de poursuivre cette émission dans de bonnes conditions. Nous allons donc marquer une brève coupure et nous retrouver d'ici une dizaine de minutes, le temps de procéder à des réglages. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.